Des dames de fer parce qu'elles ont parfois vécu l'enfer. Des dames qui gardent la tête haute malgré le regard dévastateur des personnes qu'elles croisent au quotidien. Leur tort, être parents d'enfants handicapés. Après toutes les questions que suscite un tel sort, elles ont dû trouver la force en elles pour aller de l'avant pour elles et pour leur famille. Affaire de Femmes veut entendre ces dames, mamans d'enfants handicapés. Ces handicaps peuvent être de toutes sortes, moteurs, intellectuels, psychomoteurs et parfois source de complexes. Mais il n'y a pas que les handicapés qui peuvent être complexés. La deuxième partie de notre émission sera consacrée à ces complexes physiques qui fragilisent notre confiance en nous. Avant d'échanger sur ce plateau, je vous propose de visionner ce reportage dans un centre de prise en charge d'enfants handicapés intellectuels. Adama, élève de la Page Blanche, nous fait visiter cet institut. Bonjour, bienvenue à la Page Blanche. Vous voulez découvrir? Suivez-moi. Apprivoiser leur handicap et être autonome, c'est ce qu'apprennent les enfants atteints de déficiences intellectuelles et d'autisme à la Page Blanche. Dans ce centre, des éducateurs préscolaires, un kinésithérapeute, des spécialistes dont un orthophoniste travaillent au quotidien auprès de ces enfants. La prise en charge est aussi psychologique et pas que pour les enfants. Mon intervention, c'est auprès des enfants et ensuite auprès des parents. Auprès des parents, en ce sens que avoir un enfant handicapé, c'est pas une chose facile. Au niveau social, on est un peu, on s'isole parce qu'on a un enfant handicapé, on n'a pas la même souffrance que l'autre parent, donc on se met à l'écart. Ça donne confiance en soi aussi parce qu'un enfant qui va être très introverti, qui ne va pas oser, on va essayer de le faire taper sur le djembé ou sur un autre instrument pour arriver à exprimer, à faire de plus en plus fort pour qu'il arrive à s'ouvrir et à prendre confiance en lui, à se sentir capable de faire les choses. Vous connaissez nos spécialistes. Notre visite est terminée. J'espère que vous avez aimé. C'est l'heure de manger pour nous. Au revoir. 33 enfants et jeunes, de 3 à 23 ans, fréquentent la Page Blanche, un des rares centres capables d'accueillir ces enfants en difficulté. Et oui, la prise en charge d'un handicap est complexe et malheureusement, il existe très peu d'établissements à même de répondre à ces difficultés sur le continent. C'est un des points que nous allons traiter avec nos invités du jour. Mélissa Gogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Vous êtes kinésithérapeute. Vous intervenez auprès d'enfants handicapés, mais aussi auprès de parents dans le cadre donc de la prise en charge de l'éducation thérapeutique pendant la grossesse. Nous sommes ici aujourd'hui avec Anne-Marie Dem Niakadié. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, présidente de la structure AREA Page Blanche, qu'on a vu justement dans le reportage. Et vous êtes aussi mère d'un enfant handicapé du nom de Régis, je crois. Régis André. Régis André. André. Bon, merci infiniment. Nous parlerons donc du handicap chez l'enfant, mais surtout des moyens de surmonter cette situation qui frappe le quotidien de nombreux parents. Ma première question s'adresse au médecin, Dr Anne-Marie Dem Niakadié. On parle de handicap, mais de quoi s'agit-il concrètement? Comment on peut le définir et quels sont les différents types de handicap? Merci pour la question. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le handicap est un état permanent ou transitoire entraînant des incapacités plus ou moins importantes qui peuvent être influencées par l'environnement. Maintenant, les différents types de handicap, on a les handicaps sensoriels, donc le handicap le malentendant, malvoyant, on a les handicaps physiques et puis on a les handicaps intellectuels qui regroupent les trisomies 21, qui sont des maladies génétiques héréditaires. On a l'autisme et puis l'infirmité motrice cérébrale. Mélissa, vous vous occupez d'enfants déficients moteurs au sein de votre centre. Quelle est la particularité d'un point de vue de la prise en charge? Voilà, la particularité sur la prise en charge des enfants souffrant de déficit moteur, c'est de permettre à l'enfant d'avoir une certaine mobilité dans son environnement. Voilà, pour permettre à l'enfant d'être autonome en quelque sorte. Voilà, puisque l'enfant, par son handicap, il a une situation de restriction de participation ou de limitation d'activité dans son quotidien. Voilà. Merci. On l'a dit au départ, on parle d'enfants handicapés. Vous êtes médecin, mais vous êtes aussi maman d'un enfant handicapé. Comment vous avez accueilli cette information-là? Comment vous l'avez gérée? Et qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette situation?
Moi, ma particularité est que mon fils, Régis André, n'est pas né handicapé. Ah. Il est né normal. Et à l'âge de 3 mois, il a fait une varicelle compliquée d'encéphalopathie. Donc, il a fait un coma étant bébé à 3 mois, un coma d'1 semaine. Et quand il est sorti de ce coma, son cerveau a été endommagé. Aujourd'hui, il a 25 ans, il est handicapé intellectuel. Donc, quand vous avez un enfant qui... Ma situation, vivre déjà le coma chez un enfant, un bébé, c'est difficile. Et quand il sort de ce coma, qu'on me dit à 1 an, on constate qu'il ne s'assoit pas. On me dit non, les médecins disaient non, c'est un retard, c'est un retard. À 2 ans, il ne s'assied toujours pas. C'est un retard. Et à la fin, quelqu'un vous dit, un médecin prend son courage à 2 mains et vous dit, ben, il ne pourra jamais marcher. C'est un choc. On refuse de croire cela. Donc, c'est difficile au départ. C'est difficile au départ. Et pour pouvoir surmonter cela, c'est l'aide de la famille et puis la religion. La foi, l'entourage. Oui. Et vous avez certainement rencontré des parents ou des mères qui étaient en grossesse et qui ont donc découvert l'handicap chez l'enfant. Est-ce qu'il y a des envies de se poser la question de garder l'enfant ou pas? Est-ce que vous avez eu des situations? Est-ce que vous avez rencontré des profils bien de sûr. ce type? Il y a des mamans qui, déjà au moment de la grossesse, on décèle que l'enfant a un problème de trisomie généralement, de trisomie 21. La question se pose, est-ce qu'on doit faire un avortement thérapeutique, j'entends? Bon, ça dépend. Certaines mamans estiment que c'est un enfant, donc c'est un don de Dieu, donc elles laissent poursuivre la grossesse. Mais d'autres n'acceptent pas. Donc c'est difficile. C'est un choix difficile à faire. De toute façon, dans les 2 situations, c'est un choix difficile. Mélissa, vous travaillez avec des enfants handicapés au quotidien. Comment leur apprend-on à accepter cet handicap-là? Quels sont les mots que vous utilisez pour cela, pour justement dépasser cet état et qu'ils puissent enfin repousser leurs propres limites? Merci d'avoir fait la question encore. Travailler avec des enfants, c'est tout simplement merveilleux parce qu'on essaie de les découvrir. Voilà, et chacun a sa particularité. Bon, le fait d'abord accepter les situations, on passe d'abord par la causerie, surtout avec les mamans. Et après les mamans, on ajoute à cela les papas et ensuite l'entourage. Parce que si eux, ils arrivent à accepter cette situation, c'est plus facile avec l'entourage, l'aide de papa, de maman, de mieux expliquer avec les mots qu'il faut, avec beaucoup de tendresse et d'amour aux enfants, qu'ils sont en griffe, pas comme tout le monde, qu'ils ont un certain nombre de limites, mais avec les efforts, ils pourront arriver, avec l'aide de la nature aussi, du bon Dieu, voilà, ils pourront arriver à surpasser ces efforts. Docteur, vous avez aussi cette approche-là de trouver les mots. On s'adresse d'abord aux parents avant de s'adresser à l'enfant. On fait prendre à l'enfant conscience de sa situation. Comment vous abordez la question, vous? Nous, dans nos situations, c'est un peu plus délicat parce que ce sont des enfants qui ont un handicap intellectuel. Donc déjà, il faudrait qu'ils puissent comprendre. Un enfant qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui mentalement a 1 an, 2 ans, c'est pas évident. Donc, comme elle a dit, la première chose à faire, c'est d'abord que les parents acceptent le handicap de leur enfant. Maintenant, pour les enfants handicapés qui peuvent comprendre, c'est effectivement de leur expliquer qu'ils sont différents des autres, mais qu'ils sont quand même des enfants et qu'ils ont droit à l'amour, ils ont droit à l'éducation. Alors, un autre obstacle, justement, à surmonter, comme si c'était pas assez difficile, c'est le regard des autres sur les enfants, qui est parfois cruel. Comment on préserve un enfant dans cette situation-là? Est-ce qu'on le surprotège, on l'écarte, on l'éloigne? Comment approcher un peu cette protection de cet enfant dans cette situation-là? Mais c'est difficile. C'est difficile parce que le regard des autres, on ne peut pas empêcher des personnes extérieures d'avoir un certain regard sur votre enfant. Voilà. Mais nous pensons que tout dépend du parent. La manière dont le parent regarde son enfant, c'est de ce même regard que l'autre fera. Si le parent dehors montre de l'affection, montre de l'amour vis-à-vis de son enfant et oublie, parce qu'à un moment, on oublie qu'on a affaire à un enfant handicapé devant soi, si vous vous comportez normalement, forcément, l'extérieur fera le même comportement que vous. Donc, le regard des parents sur leur enfant est d'abord ce qu'il faut travailler. Oui, parce que quand on a un enfant handicapé, surtout un enfant handicapé intellectuel, déjà pour nous, notre culture africaine, ce sont des génies, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des enfants serpents parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer. Donc déjà, la culture fait qu'on demande, dans nos cultures, on demande déjà d'accompagner ces enfants. L'accompagnement, c'est quoi? C'est de les tuer.
les envoyer dans la forêt, on dit qu'ils sont des génies. Si vous les laissez là-bas, vous partez, l'enfant va se transformer en génie, bien le génie viendra chercher sa chose. Et vous pensez que justement dans nos cultures africaines, il y a un travail à faire de conscientiser? Bien sûr, de sensibilisation. Donc c'est ce que nous essayons de faire à l'AREA, montrer à la population que nos enfants handicapés sont handicapés certes, mais sont des enfants. Comme tous les autres enfants, ils ont droit à la vie, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'amour. Message important, je pense, qui est passé là. Ouais. Quand faut-il commencer à préparer son enfant à ces difficultés-là? On va parler d'un handicap moteur, pour ne pas tomber dans une situation de handicap intellectuel. Bon, en tant que parent, c'est difficile parce qu'on appréhende toujours justement, puisqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, on envoie l'enfant à l'école. Donc le premier contact, c'est l'école, où il y a d'autres enfants, d'autres regards, et vous savez que les enfants, entre eux, ne sont pas gentils. Vous pouvez nous parler un peu de vous? Quand vous avez emmené votre enfant, justement, le premier jour, vous l'avez préparé, vous lui avez donné des mots forts? Ben oui. Mais moi, mon cas n'est pas pareil que pour les autres, parce que moi, il a un handicap lourd. Donc, quand je l'ai envoyé à l'école, il ne savait même pas qu'il partait à l'école. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même préparation. Mais la préparation d'un enfant qui marche, qui est autonome, mais qui a un problème, qui a un handicap, il faut dès le départ que le parent soit présent. Comme un enfant dit normal qu'on envoie pour la première fois à l'école, c'est comme si on avait affaire à un enfant handicapé. On l'accompagne des fois jusqu'à la classe. Donc, il faut être présent. Il faut être présent à l'école, il faut être présent dans la vie de l'école. Est-ce qu'en tant que femme, on ressent ça différemment par rapport à un père ou un homme sur la relation avec cet enfant-là? Oui, je pense qu'en tant que femme, on le ressent différemment parce que nous l'avons porté. Et quand l'enfant naît, il est plus en contact, le premier contact, c'est la maman. Donc, forcément, on a des relations différentes. Et puis, on aura peut-être un moment, une surprotection, mais ça, c'est normal au départ. Toute maman a tendance à protéger son enfant. Qu'il soit normal ou qu'il soit handicapé, on a tendance à le surprotéger. Merci. Le sujet vous interpelle. Vous souhaitez donner vos avis sur la question du handicap chez l'enfant. Partagez vos témoignages. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook en suivant le hashtag Affaires de femmes, Affaires 2 en chiffres femmes. Quand c'est possible, il est recommandé de faire suivre à l'enfant handicapé une scolarité régulière. Cependant, Mélissa, l'intégration scolaire peut s'avérer difficile. Comment faciliter les choses, justement? Bon, l'intégration de l'enfant en situation de handicap dépend du niveau d'handicap de l'enfant. Si c'est un handicap physique qui touche que les membres inférieurs, bon, l'enfant va à l'école normalement. Mais si c'est un handicap qui a des troubles neurologiques, comme par exemple spina bifida, il faut réaménager ou bien référer l'enfant à une école spécialisée. Voilà, l'enfant peut partir dans une école normale, mais ce n'est pas toutes les écoles qui veulent, voilà, accepter ce type d'enfant. Vous pensez qu'il devrait y avoir plus de politiques pour intégrer ce type d'enfant, puisque vous avez dit que c'est important de les associer? Et même c'est mieux, parce que c'est avec les éducateurs spécialisés, c'est encore mieux. Une personne qui a reçu une formation d'enseignant normal ne comprendront, même s'ils comprennent, ils sont minimes. La fréquence est minime. Voilà, qui accepte d'épauler de façon humaine l'enfant. Mais par contre, cette tierce personne qui était formée, qui a reçu une formation pour veiller, pour éduquer sur ce type d'enfant, voilà, arrive quand même à recadrer l'enfant comme il faut. Voilà. Être formé. Voilà. Même question pour vous. Comment aborder ça? Comment avoir cette approche d'intégration de l'enfant handicapé? Ça dépend du handicap. Un enfant qui a un handicap sensoriel, malentendant, malvoyant, avec des appareils, il peut intégrer le système scolaire normal. Même s'il y a des difficultés, mais il peut intégrer le système scolaire normal. Mais un enfant qui a un handicap intellectuel est obligé d'être dans une structure spécialisée. Si on doit le mettre dans une structure normale, il faut qu'il soit accompagné d'un éducateur. Et c'est là la difficulté parce que le système scolaire normal, les parents des enfants dits normaux dans les écoles dites normales n'acceptent pas des enfants handicapés au sein de leur établissement. Ils n'acceptent pas qu'un enfant handicapé intellectuel soit à côté de leur enfant dit normal. Nous avons déjà essuyé des refus parce qu'on voulait pratiquer l'école intégratrice à la page blanche, mettre quelques-uns de nos enfants qui, nous pensons,
pouvaient suivre le système scolaire normal, mais il fallait qu'ils soient accompagnés parce qu'ils sont un peu plus lents. L'école a accepté, ce sont les parents qui ont refusé. Alors, quelles sont les raisons? Que disent ces parents, justement? Mais c'est le problème de culture, de croyance. Qu'un enfant handicapé intellectuel, soit ce sont les parents, c'est nous les parents qui avons signé des pactes avec le diable, avec Satan, pour avoir de l'argent, et puis voilà, ou d'autres parents pensent que c'est contagieux. Dernier point, et non des moindres, l'impact d'une telle situation sur la vie professionnelle et sur le reste de la famille, sur le couple. Quel peut être l'impact, justement, Mélissa, sur les différents membres qui entourent cet enfant? Vraiment, c'est beaucoup. Parce qu'au niveau du jeu, même au niveau du couple, on a des causeries en consultation avec les mamans. Souvent, les papas, c'est difficile, n'acceptent pas la situation de l'enfant. La maman se retrouve seule et c'est difficile. Du coup, le kinésithérapeute devient la meilleure amie de la maman parce qu'il faut consoler la maman, en même temps l'éduquer à la maison et puis parler aussi, qu'elle puisse accepter la situation de l'enfant et essayer de, si le papa, on essaie par des interventions de parler au papa. Et pourquoi il n'accepte pas? Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il ne voit pas son enfant comme ça. Au fait, c'est naturel, hein. Il ne voit pas, il ne s'attendait pas à ça. Il ne sait pas comment gérer, ce sont les mots qu'on entend et que je suis en train de vous relater. Il ne sait pas comment gérer ça. Quand on dit ça, je parle de cette situation. Voilà, donc c'est vraiment difficile au père. C'est souvent certains papas qui viennent et puis ensemble, on essaie d'arriver. Sur 10 familles, vous pensez que c'est quoi? C'est 1, 2, 3 pères qui arrivent ou moins de... C'est pratiquement un. 1 sur 10 à peu près. Oui. Si 10 familles, pratiquement un papa. C'est souvent lui qui s'implique, même qui aide la maman, parce qu'il y a d'autres enfants, hein, elle n'est pas seule. Voilà, donc c'est comme ça. Docteur, c'est les choses qui vous parlent. Que pensez-vous justement de cette situation? C'est la même chose. C'est la même chose. Familial, marital aussi? Si bien sûr. Si vous venez à la page blanche, rarement vous verrez un couple, père et mère, impliqués dans la vie de l'enfant au sein de l'établissement. Ou bien c'est le papa, ou c'est la maman, jamais les deux. Mais la plupart du temps, c'est les mamans. Donc, si 10 parents, il y a un papa, et puis le reste, c'est les mamans. Justement, vous avez songé à arrêter de travailler à un moment donné, lorsque vous retrouvez... Oui, à un moment donné, j'ai songé à cela, mais je me suis dit qu'après aussi, si j'arrêtais de travailler, peut-être j'aurais un ressenti après sur l'enfant. Donc, j'ai continué à travailler. Mais j'ai pris certaines dispositions. Il y a des choses que je ne faisais pas étant médecin. Il y a des gardes que je ne prenais pas, parce que la nuit, je préférais être à la maison avec mon fils qu'être à l'hôpital. Bon. J'ai eu la chance de tomber sur des patrons qui comprenaient. Mais c'est pas évident. Forcément, ça change un peu votre vie professionnelle. Même les missions, c'est maintenant que j'accepte les missions, mais avant, je n'allais pas en mission hors de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan même. Et justement, donc forcément, il y a des... Comment on fait justement pour ne pas laisser cette vie exclusive autour de l'enfant? Est-ce que vous arrivez justement à aller au-delà, prendre du temps pour vous? Et voilà. Comment vous réorganisez votre vie? Oui, forcément, on réorganise sa vie. Et forcément, moi, j'ai accepté le handicap de Régis André quand il a eu 7 ans. Parce que je me suis dit, mais s'il n'a pas demandé à être handicapé... C'est votre seul enfant? Non, il a un grand frère. Ouais, il n'a pas demandé à être handicapé. Peut-être que j'aurais souhaité qu'il soit médecin, qu'il soit pilote, mais lui n'a jamais demandé cela. Quand je rentre du travail, il est content. Donc... En fait, c'est ce que nous, parents, nous voulons pour nos enfants. Mais en fait, lui, il est heureux d'être comme il est. Quand je rentre, il est content. Donc, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de me mettre Martel en tête. Bon, j'accepte tel qu'il est. Et puis voilà. Et depuis lors, je me sens beaucoup mieux. Mieux? Oui, je me sens beaucoup mieux. Tellement que des fois, j'oublie qu'il est handicapé. Et fier du choix que vous avez fait? Vous êtes médecin, vous êtes avec un enfant handicapé que vous acceptez, que vous aimez. Oui, quand vous regardez dans le miroir, vous dites « j'y suis arrivé ». Oui, et puis il y a un côté égoïste, je dirais. Parce que quand je regarde Régis André, je dis, bon, il a 25 ans aujourd'hui, mais mentalement, il a 2 ans. Il est à moi. Dans le système, un parent normal, son fils qui a 25 ans, il est hors de la Côte d'Ivoire quand on a les moyens, sinon il n'est même pas à la maison. Mais lui, je sais qu'il est pour moi. Donc c'est le côté égoïste, parce qu'à un moment, on élève les enfants, ils sont appelés à partir. Mais lui, il ne partira pas. Il ne partira pas, il est avec vous, Régis André. Alors, n'oubliez pas, la discussion, bien entendu, se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir via le hashtag Affaires de femmes, affaires chiffre 2, femmes. On ne choisit pas d'être handicapé, on fait avec. Et on en fait même une force, malgré les douleurs psychologiques que l'on peut endurer.
Mais que penser de ceux que la nature a épargnés et qui, malgré tout, entretiennent des complexes quant à leur physique, qui ont du mal à accepter qui ils sont? Justement... Non, t'inquiète, t'inquiète. Oh, 2-3 piqûres, tu peux le faire. Ah, j'ai lu, c'est très instructif. Tu devrais. Ouais, bon, là, je dois y aller. Ok, Oui, je te bisoute. Je te bisoute. Bye bye. Ok, bye. Bah, j'allais justement t'annoncer, princesse. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça avait l'air d'être un appel important. Très important, c'est Arlette. Elle a pris rendez-vous avec mon chirurgien. Oui, elle va s'injecter du Botox dans les aisselles pour éviter de transpirer. Rien que ça. Oui, je fais pareil tous les 6 mois, tu sais. Bon, là, elle m'informe que j'ai oublié mon livre chez elle. Je lis beaucoup. Les 50 règles du savoir-vivre au féminin. La Bible du savoir-paraître, mon livre de chevet. Même si je sais que j'ai été naturellement gâtée par mère nature, il me faut admettre le chic, l'allure, la classe. Ça se travaille. Ouais, ça se voit. Ça se perfectionne. Ça se voit bien. Tu nous éblouis à chaque fois que tu fais ton entrée sur le plateau, d'ailleurs. Regardez-moi. Je suis juste presque parfaite. Pas loin du 0 défaut. Je marque un point d'honneur à la valeur la plus absolue de moi-même. Et le résultat est là. Ça passe par beaucoup de sacrifices. Ah oui. Jamais d'écart alimentaire. Je ne mange pas. Je picore. Vous pouvez en rire. Mais là, vous rigolez tout seul. Rire provoque des rides. Ah oui, mesdames. À ce point? J'évite de sourire. Vraiment? Absolument. Bon. 10 séances de gym par semaine. Appréciez ce corps sculpté, ciselé et poli. Maquillage, attention. On n'en fait pas des tonnes. Non. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, j'ai réduit considérablement le temps de maquillage depuis que je me suis fait tatouer le contour des lèvres et des sourcils. Juste 1h30 de contouring par jour et hop! Ouais, je me suis fait extension de cheveux, extension de cils. C'est bien utile tout ça. Ah, je t'ai pas dit. C'est mon nouveau copain, mon nouveau chéri. Dont tu me parlais, là. Voilà, pour la première fois, j'ai dormi chez lui. Ah. Et je n'ai eu qu'à me lever à 5h du matin pour me remaquiller. Et il était, waouh, stupéfait. J'étais tellement contente. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bien quand faut finalement aller se coucher et que je me démaquille et je retire cette perruque et ce push-up que je dois dégrafer et cette gaine. Bon, avant de m'étouffer, je pense que je vais y aller. Allez, au revoir, princesse. Waouh. Je te souhaite beaucoup de courage, hein. Ça va aller. Docteur, Voilà. pourquoi justement la majorité n'accepte pas son être, sa personne? Je ne pense pas que ce soit la majorité. Hein. Mais effectivement, il y a des dames qui ne s'acceptent. Mais je pense que dans la vie, il faut s'accepter tel qu'on est. Et prendre soin de soi, ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas exagérer. Donc, comme tout le monde le dit, les mesures qu'on donne maintenant, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, faire du sport, pratiquer du sport. C'est bon pour la santé. Mais on peut prendre soin de soi, mais pas passer 3 heures de temps devant le miroir. Voilà. Il ne faut pas exagérer. En toute chose, les excès ne sont pas bons. Effectivement. Alors, c'est sur ces réponses que je vous propose d'entamer la dernière partie de notre émission. Alors, elle va traiter certainement des éléments de complexe. Et je vous proposerai 3 questions auxquelles vous devrez répondre assez rapidement, sans trop réfléchir. Vous êtes prête? Oui, ça commence à réfléchir. Allez, on commence. Pour vous, à quoi ressemble un physique parfait, docteur? Sans réfléchir comme ça. Moi, je trouve quelqu'un qui se sent bien dans sa tête dégage toujours des ondes, des énergies positives. Donc, quand elle s'aime elle-même, forcément, on l'aime. D'abord à l'intérieur. Tout se passe Et dans ça la dégage. tête. Oui. Intéressant comme réponse. Je la prendrai de temps en temps. Et pour vous? Bon, d'avoir un beau corps. Ah, voilà, ça vient. Ça, C'est quoi le beau corps, alors? D'être sculpté de façon sylvette. Voilà, de belles hanches, un petit bassin. Continuez. Voilà. Un beau visage, un beau sourire. Bon,
C'est en tant que femme, c'est ce qu'on demande. En tant que femme, c'est exactement ça. C'est Voilà, une affaire de femme, c'est en tant que femme. Voilà, c'est une affaire de femme, famille. donc je n'ai pas menti sur ce point-là. Effectivement. Voilà, c'est ça. Quelle est la partie de votre corps que vous auriez voulu différente? Mon nez, Votre nez, c'est vrai? Vous l'aurez voulu comment? un peu plus fin. J'ai toujours dit à mon père, mais bon, il m'a dit c'est comme ça. Et puis, depuis toute petite, il m'a dit que tu es très belle. Et en côtoyant le monde de la médecine, j'ai vu qu'il y a des effets secondaires qui sont horribles. Donc, du coup, j'ai commencé par accepter mon nez, je me sens belle. Ouais, exactement. Quelle partie de votre corps, docteur, auriez-vous voulu différente? C'est pareil qu'elle, hein, c'est mon nez. Le nez, ah ouais? Oui. Et vous avez dit à votre père aussi? Non. Mais déjà petite, on me disait que j'avais le nez de mon arrière-grand-mère, donc on se moquait de moi. On dit, t'as le nez de ma... On appelait Takorova, bon. D'accord. Donc on se moquait de moi à la maison déjà. Mais c'est mon nez, mais maintenant, non, j'ai passé ça. Et avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Et vous auriez voulu, si vous avez eu des moyens, ou si on vous dit, bah, vous avez la possibilité de reformater votre nez, vous l'aurez fait? Non. 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 C'est pas une option. Et vous? Non. Jamais. Je respire très bien. C'est bien dit ça. Vous respirez très bien. Après, on a des troubles respiratoires, on ne sait pas où ça quitte. Donc, je ne veux pas avoir de problème. Merci. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir livré ces témoignages qui, je pense, feront du bien aux parents d'enfants handicapés qui nous ont suivis. Nous sommes aussi intéressés aux différents types de handicap et à l'impact que peut avoir cette situation sur l'enfant dans son intégration sociale, mais aussi pour les parents, les pères et le reste de la famille. Pour conclure, le handicap, ce n'est pas la fin de toute chose. Il est possible d'être handicapé et être heureux, même si la prise en charge sur notre continent est encore balbutiante. La discussion se poursuit sur notre page Facebook, #Affaires de femmes. Moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour le prochain numéro de Affaires de femmes.